Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette conférence de la l'AEFR pour une présentation du dernier numéro de la revue d'économie financière dans un débat qui va porter sur financer la transition énergétique. Évidemment, mes premiers mots sont pour remercier la CRE parce que quel meilleur endroit pour débattre de ce thème. La CRE a un rôle central dans la transition énergétique, mais elle a aussi pris un rôle central dans la rédaction de ce numéro de la REF, et en plus, elle nous fait l'amitié et l'honneur de nous accueillir pour cette conférence. Donc un grand merci. Pour l'AEFR, comme vous le savez, nous essayons de mettre en résonance les différentes activités de l'association, et il se trouve qu'aujourd'hui, nous avions ce matin, au titre de l'expertise, une conférence sur les partenariats publics-privés sur les infrastructures. Donc, on a aussi beaucoup parlé financement de la transition énergétique en perspective du sommet qui se tiendra dans le cadre des Nations Unies à Séville à la fin du premier semestre 2025. Financer la transition énergétique, c'est évidemment un sujet qui est au cœur des préoccupations, sur lequel on a besoin de l'expertise des trois populations, si j'ose dire, constitutives à la fois de la revue et de l'association, les universitaires, les régulateurs et les acteurs de marché. Donc un grand merci à vous tous d'être ici présents pour participer à ce débat, et je vous souhaite le meilleur possible dans un moment où on voit bien que ces questions prennent une dimension politique très stratégique. Je vous souhaite une bonne réunion et vous remercie de votre présence. Je passe immédiatement la parole à Esther Jeffers, directrice de la rédaction de la REF, et c'est elle qui va animer ce débat. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être là. Merci aussi à la Commission de régulation de l'énergie de nous accueillir ici ce soir pour discuter d'un thème qui est essentiel, celui du financement de la transition énergétique. Pourquoi ce thème est essentiel en très peu de mots? Il est essentiel parce que le changement climatique est là, il est réel, il est important. Et il nous faut prendre des mesures, il nous faut réfléchir sur ces questions-là. Et il n'y a pas de lutte contre le changement climatique si on n'aborde pas la question de la transition énergétique elle-même. La transition énergétique est essentielle dans ce domaine-là. Et donc, discuter de la transition énergétique, c'est discuter de plein de questions, discuter de comment faire en sorte que cette transition elle ait lieu, qu'on bifurque, parce que le chemin qu'on a pris actuellement, la trajectoire qu'on a adoptée, bas carbone qu'on a adoptée actuellement, elle est vraiment très loin des promesses des accords de Paris et qu'il faut absolument bifurquer et accomplir cette bifurcation. Mais cette bifurcation, elle ne peut pas se faire si on ne réfléchit pas aux investissements nécessaires, aux caractéristiques de ces investissements-là. Elle n'est pas possible, cette bifurcation, si on ne réfléchit pas en même temps sur comment faire pour que l'essentiel des investissements n'aille pas aux pays développés ou à certains secteurs dans un même pays et pas à d'autres. Cette bifurcation et cette transition énergétique ne peut pas avoir lieu si en même temps on n'arrive pas à concilier ou en tout cas à réfléchir sur comment faire en sorte de concilier intérêt général et intérêt individuel. Toutes ces questions-là sont extrêmement importantes, elles ne sont pas faciles, il n'y a pas des solutions et des propositions toutes faites clés en main, ce sont des questions, des pistes qu'il faut tracer et sur lesquelles il faut débattre. Et la participation citoyenne à ces questions-là et des différentes parties prenantes, elle est essentielle en même temps que, bien sûr, les régulateurs, les professionnels, le marché et les différents acteurs dans ce domaine-là. Donc, c'est pour cette raison-là qu'il faut
ce n'est qu'un début et que ce débat doit avoir lieu et doit traverser vraiment l'ensemble de l'ensemble des institutions. Donc, je ne vais pas du tout m'attarder. C'est un numéro qui est vraiment passionnant, mais comme je dis, ce n'est qu'un début du débat. Je vais laisser la place aux autrices et aux auteurs et au débat qui va avoir lieu. Et je vous incite à lire donc le numéro de la RAC consacré à cette question. Et à vous en Qui n'est pas encore abonné à la RAC? Bon, merci beaucoup Estelle. Je voudrais d'abord dire que j'ai eu énormément de plaisir à coordonner ce numéro avec Patrick Leclerc. C'était vraiment un très grand moment. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses en coordonnant ce numéro. Il est, je trouve, le résultat est quand même assez sympa. On a essayé de balayer les questions de financement de la transition climatique en trois grands axes. Le premier axe, c'est l'évaluation des besoins. Le deuxième axe est un axe beaucoup plus tourné vers les secteurs. Et on n'a pas parlé que du secteur électrique. On a aussi parlé, par exemple, du gaz, tout à l'heure. Et évidemment, en tant qu'économiste, nous avons veillé à ce qu'on intègre également la question des instruments, et notamment des instruments économiques. Donc, la table ronde va effectivement faire se succéder des auteurs qui ont contribué à chacune des grandes parties de ce numéro. Les premiers ont contribué à la partie sur les besoins de financement. Ensuite, on traitera d'un secteur et on terminera par les instruments économiques et notamment le plus beau d'entre eux, à savoir le marché. Je voudrais juste dire deux mots peut-être sur le périmètre couvert par ce numéro. Nous n'avons pas en réalité intégré tous les investissements de la transition énergétique, tous les financements. Vous savez que cette transition, elle a effectivement un volet très important sur le carbone fossile, mais il y a également le carbone vivant et la question de l'usage de la biomasse, notamment la biomasse alimentaire, la biomasse énergétique, etc. Nous n'avons qu'effleuré cette problématique qui, à mon avis, va devenir majeure sur la question de la transition climatique. Et puis, on a beaucoup parlé du financement de l'investissement, y compris l'adaptation au changement climatique, qui est une remarquable matrice, mais on n'a pas évoqué un financement qui peut-être est l'un des plus compliqués à mener dans cette transition, c'est le financement du désinvestissement. Car cette transition énergétique, elle a un caractère tout à fait nouveau pour les économistes. Ce qui fait baisser les émissions de gaz à effet de serre, ce n'est pas d'ajouter des moyens de production décarbonés, c'est d'enlever les moyens de production carbonés et d'enlever des actifs économiques qui sont rattachés à cette consommation des énergies fossiles. Donc, ce financement du désinvestissement, effectivement, n'a pas été totalement intégré. Donc, je pense qu'il y a là probablement un nouveau fil pour un futur numéro de la revue d'économie financière. Et naturellement, je remercie beaucoup les dirigeants de cette revue de nous avoir donné ce plaisir de participer à ce numéro. Et maintenant, place aux auteurs et aux autrices qui sont plus nombreuses que les auteurs. Alors, je ne sais pas comment faire, vous avez tous en même temps? D'accord, d'abord, pas nécessaire d'être trop long. Alors, on les fait tous. Ils et elles vont intervenir dans l'ordre dans lequel ils apparaissent. D'accord. Alors, donc le premier auteur, c'est Yvan, qui va nous balayer. On l'applaudit bien fort. Ouais. Oui. Il va vous restituer la substantielle voile de son article. Ok. C'est moi qui peux seul. Installez-vous. Le truc n'est pas très long. Oui, je pense que voilà, installé. On remercie d'autant plus Yvan qu'il nous accueille aujourd'hui. Oui, bienvenue dans ce superbe auditorium de la Commission de régulation de l'énergie. Vous avez de la chance parce qu'à un moment, en anticipant les consignes de sobriété du gouvernement, cet auditorium, il devait faire entre 6 et 7 degrés. Comme ça, on a ce collectif qui apparaissait. Donc vous avez de la chance, ce soir, il est chauffé. Alors, je vais essayer de résumer un petit peu
article à très concret. Je crois que sans s'intéresser à ce stade sur la question du désinvestissement, qui est effectivement un élément fondamental, puisque un certain nombre de ces actifs carbonés sont soit dans des domaines régulés, soit dans des domaines non régulés. Et donc, on commence à peine à aborder la question du désinvestissement des actifs gaziers, notamment pour les infrastructures. Et c'est un sujet sur lequel, pour être tout à fait honnête, on n'a pas encore les idées claires. C'est quand même quelque chose sur lequel on va avoir besoin de beaucoup d'appui méthodologique, parce que comment arriver à avoir un accompagnement de ces désinvestissements qui donne par ailleurs confiance aux investisseurs pour financer les actifs carbonés, y compris dans un cadre régulé ou non régulé, sans avoir l'impression de se faire avoir à la fin. Sinon, il y a une solution très simple, c'est de dire, bon, bah, les coups échoués, vous les prenez, merci, au revoir, on se serre la main. Mais je suis pas sûr que ce soit un facteur de confiance du marché dans le financement de la transition énergétique. Je referme la parenthèse sur les investissements. Présentation assez rapide de l'article que j'ai essayé de commettre. Deux idées forces. La première idée force, c'est que ce qui caractérise les actifs décarbonés, c'est que ce sont d'abord des actifs qui fonctionnent sur des coûts fixes et de la rémunération du capital, avec des coûts variables relativement faibles. Et donc, c'est un peu ce qu'on observe aujourd'hui sur les marchés, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des actifs qui rentrent naturellement dans l'ordre de mérite parce que, comme ils ont des coûts variables très faibles, ils sont appelés en premier. Et par ailleurs, il faut qu'ils tournent longtemps parce qu'ils ont des coûts fixes assez importants à construire ou à faire. Deuxième élément, ce sont des actifs qui, jusque-là, ont beaucoup reposé sur l'intervention massive du public. C'est-à-dire que c'est des actifs qui, soit directement, soit indirectement, par des garanties financières ou des contrats de rachat, étaient désensibilisés des conditions du marché. Si demain, on veut réussir les politiques de transition énergétique, les trajectoires d'investissement que sous-tendent les politiques de transition énergétique, on a deux solutions. Soit on augmente très massivement les moyens publics, et là, je ne suis pas sûr que ce soit une hypothèse totalement réaliste, y compris dans des pays encore faiblement endettés, ou alors on est capable de faire plus appel à des financements privés et à des mécanismes de marché. Et donc on a aujourd'hui un vrai enjeu qui est d'arriver à allonger les maturités qu'on avait classiquement dans les marchés de l'énergie, parce que c'était des maturités qui, dans l'électricité, beaucoup concentrées sur ce qu'on appelle le marché spot, le marché court terme, qui est redoutablement efficace pour dispatcher ou pour choisir les bons moyens de production, mais qui ont un petit problème, c'est qu'ils ne donnent pas de visibilité ou de garantie sur le long terme pour financer des actifs qui s'amortissent sur 15, 20 ans, voire 60 ans si on regarde les sujets nucléaires. Et donc, on a un premier élément qui est allongeons les marchés, parce que si on n'allonge pas les maturités des marchés de l'énergie, et notamment du marché de l'électricité, mais pas que, on risque d'avoir finalement un financement de ces infrastructures ou de ces investissements qui ne repose que sur le seul acteur capable de regarder à 45 ans, à savoir les États. Et aujourd'hui, les États sont souvent en limite de capacité de lever des nouveaux moyens. Un deuxième élément, c'est que il faut faire aussi attention à ce qu'en termes d'acceptabilité de la transition énergétique, ces actifs soient aussi financés par des acteurs qui se sentent proches de ces actifs. Soit proches intellectuellement parce qu'ils ont envie d'éviter le CO2 partout dans la planète, c'est un mode très altruiste, mais qui peuvent aussi se sentir proches parce que quelque part, ce sont des actifs qui sont sur leur territoire. Et aujourd'hui, l'efficacité du système d'investissement européen comparé au système d'investissement américain ne joue pas en faveur du système d'investissement européen. Il y a aujourd'hui des coûts de gestion qui sont quand même relativement importants, une fragmentation d'un certain nombre d'acteurs, et donc le risque qu'on a si on n'a pas un secteur d'investissement suffisamment efficace en regard du potentiel d'investissement qui va se créer, c'est qu'on a une décorrélation entre les investisseurs et les outils de la transition énergétique qui peut à un moment remettre en cause l'acceptabilité de cette transition énergétique à partir du moment où elle ne bénéficie pas, où elle ne bénéficie que très marginalement aux acteurs qui sont sur les territoires sur lesquels ces investissements s'appliquent. Donc c'est mes deux messages principaux, le long terme et l'efficacité des investissements. Mais je peux encore faire deux, trois. Tu me connais, hein. Alors, on va changer un petit peu de registre. En fait, on va retomber sur les investissements
assez rapidement. Je vais vous présenter l'avis Transition juste qui a été publié par l'ADEME en avril dernier, avec quelques prolongements sur la question des financements. Alors, pourquoi la transition juste? La transition, c'est déjà compliqué, c'est plus d'être juste. Voilà. Alors, pourquoi? Parce que justement, le terme de juste, c'est un mot un peu valise, chacun met ce qu'il veut derrière, sans forcément que ce soit la même chose. C'est également un petit côté baguette magique. Si on fait pas la transition, c'est parce qu'elle est pas juste. Les choses sera juste, ça ira parfaitement. Et puis, dernière raison pour laquelle on a rédigé cet avis, c'est que maintenant, c'est référencé par les chercheurs en sociologie notamment. L'injustice dont serait porteuse la transition fait partie des discours justifiant une action climatique. Et là, non, ça ne peut pas être possible. Il faut faire quelque chose. Alors, il faut déjà rappeler que la transition, elle est juste en Allemagne. Pourquoi elle est juste en Allemagne? Parce que on sait parfaitement que les impacts du changement climatique vont peser sur la prospérité et le bien-être de tout le monde, mais encore plus sur les plus vulnérables. Donc c'est une machine à accélérer les inégalités et à rendre encore plus précaires les précaires, que ce soit chez nous ou ailleurs dans le monde. Donc il n'y a pas plus injuste que de ne pas faire la transition. C'est peut-être une autre manière de le dire. Donc attention quand on dit la transition sera juste ou elle ne sera pas, et si elle n'est pas, ce sera encore pire. Ah, néanmoins, on a quand même bien un petit problème de justice intertemporelle. C'est entre la justice de maintenant et la justice de plus tard. On sait que c'est pas évident. Et par ailleurs, on a différents chemins de transition avec différents impacts socio-économiques. Et donc, la question de la justice, elle se pose aussi dans les choix de chemin de transition que l'on prend. Et outre cet impératif moral, hein, qui est commun, anthropologiquement à toutes les sociétés, Aristote disait qu'il n'y avait pas de société sans justice, pas complètement faux. Il y a aussi un impératif pragmatique, et c'est comme ça que c'est présenté dans le GIEC, c'est que si la transition n'allait pas considérée comme juste, les gens vont s'y opposer. Alors peut-être en se tirant de balle dans le pied pour plus tard, mais néanmoins ils vont s'y opposer. Donc d'un point de vue pragmatique, il faut que la transition soit juste. Alors, le problème avec justice, c'est que c'est une notion complexe, chacun voit justice à sa porte, et en philosophie morale, et également en sociologie morale et politique, on sait qu'il y a différentes grandeurs, différents registres de justification, et manque de bol, il n'y a pas, contrairement en économie, c'est là, il y a une valeur suprême qui est la richesse, la valeur monétaire. Là, on n'a pas de méta-grandeur qui permet d'hiérarchiser les valeurs. La hiérarchisation, elle est le produit d'un débat politique, plus ou moins démocratique et éclairé. Maintenant, on peut peut-être aller quand même un peu plus loin que ça et essayer de se dépatouiller avec cette notion de transition juste, qui a l'avantage d'être un peu une marque déposée. C'est une vieille notion qui a 30 ans. Elle est inscrite dans les textes internationaux, elle est inscrite dans des mécanismes de financement. Et c'est intéressant, la mère de toutes les sciences humaines, c'est l'histoire. Donc, de repartir un peu sur l'histoire de cette notion pour voir les logiques normatives qu'il y a derrière. Alors, qu'est-ce qu'une transition juste? C'est déjà une transition, voilà, il faut le rappeler. Et historiquement, c'est tout à fait ça, parce que c'est né dans le syndicalisme américain des années 90. C'était le président des industries chimiques et énergétiques, Tony Mazzocchi, à l'époque, qui a dit OK, pour des régulations environnementales, pour préserver l'environnement, mais je veux un fonds spécial d'indemnisation et de compensation parce que ce n'est pas aux salariés, il faut leur garantir qu'ils n'auront pas à payer pour l'air pur et l'eau propre avec leurs emplois, leur niveau de vie ou leur avion. Donc, c'est une position révolutionnaire à l'époque. C'est une sainte alliance entre les syndicats et le patronat de ces industries pour s'opposer à toute régulation environnementale au motif qu'elle était incompatible avec l'activité économique. Donc là, déjà, il change vraiment de braquet. Il dit, OK, mais on a, et d'un point de vue éthique, quelque chose de très intéressant, qui est que on va indemniser, en gros, les intérêts individuels qui sont mis à mal par la poursuite de l'intérêt collectif, mais les intérêts individuels hérités du passé. Alors, c'est quoi? C'est accompagner donc la décarbonation et ou l'arrêt des activités brutes et puis assez rapidement aussi développer les activités vertes. Alors, la position de Tony Mazzocchi, elle a été reprise par les syndicats au niveau international et européen. Elle a aussi été inscrite dans le préambule
de l'accord de Paris. Elle a fait l'objet d'une déclaration spécifique, et la déclaration de Silésie en 2018, COP24 en Pologne, Pologne très dépendant du charbon. Et donc là, il y a une première ouverture. On sort de l'emploi stricto sensu pour dire qu'il faut aider les secteurs villes et territoires, et donc les actifs, les outils de production et derrière les actifs financiers, bras hérités du passé. C'est tout à fait la logique qui est dans le mécanisme européen de transition juste. C'est aussi ce que fait mon organisation, l'ADEME, quand on finance des plans de décarbonation. On aide à verdir des actifs. Et c'est un peu aussi la transition juste. Et c'est comme ça originellement et encore maintenant. Les syndicats ont aussi poussé pour ne pas avoir qu'une position défensive par rapport à l'emploi, mais aussi une position offensive, c'est profiter de la transition pour maximiser le nombre d'emplois et d'emplois verts et d'emplois décents. Alors on se dit, oui, mais c'est pas tout à fait ce qu'on avait en tête, nous, en France, notamment quand on parle de transition juste, parce qu'on a un tropisme tout de suite, transition socialement juste. Et pour le coup, c'est vrai que c'est aussi inclus dans la question de la transition juste. Pourquoi? Parce que faire la transition et accompagner la décarbonation, développer les activités vertes, tout ça, ça a des impacts sur l'ensemble de la société, ne serait-ce que pour les financements publics nécessaires pour cette transition. Et le problème, c'est que ça a des impacts différenciés entre les groupes, les secteurs, les villes, les territoires, et donc les différents groupes sociaux. Tout le monde sait ici qu'une taxe carbone, c'est peut-être les populations les plus riches qui payent le plus parce qu'elles consomment le plus en valeur absolue, mais c'est les populations les plus pauvres qui payent plus en valeur relative de leur budget et en plus à être en concurrence avec se nourrir, se soigner, etc. Donc, il faut prendre en compte en deuxième temps, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire toutes les choses en même temps, mais c'est une hiérarchisation logique, si vous voulez. Il faut prendre en compte les vulnérabilités, les inégalités, pour éviter de les accroître, voire même de les réduire si on peut. Et donc ça, c'est tout à fait la logique qui est incluse dans l'orientation de transition juste de la SNBC précédente. La suivante, elle est en concertation, donc pour le moment, on ne peut pas trop dire ce qu'il y a dedans, si ce n'est qu'il y a le terme transition juste, hein, je veux dire. Donc, on le garde. Sans qu'il soit hyper défini non plus, mais bon. Donc, c'est aussi ce qui va être le futur outil européen, qui est le Fonds social pour le climat, dans l'hypothèse, ce n'est pas encore fait, mais dans l'optique de l'ouverture des marchés de quotas aux bâtiments. Mais je vous en prie. Non, mais moi, je vais juste dire bonjour. Juste vous saluer, je devais dire un tout petit mot d'introduction, mais on était pris en séance. Et donc, du coup, voilà. On a été pris en séance parce qu'on est en train de délibérer sur le turc. Ah si. Bonsoir à tous, Emmanuel Varron, je veux simplement venir vous saluer, vous remercier d'être là et d'engager ces débats qui sont vraiment très importants. Je devais venir vous saluer au début, mais on était en séance, donc Yvan était excusé, mais nous on a fini, on est en train de délibérer sur le turc, le tarif de réseau d'utilisation pour l'électricité, ce sont des gros sujets parce que ce sont de très gros investissements. Donc, merci de nous redonner un peu de hauteur après une journée passée vraiment dans les chiffres et on suivra les travaux avec intérêt. Donc, merci beaucoup et bonne continuation. On va retourner à vos inégalités et nos vulnérabilités. Donc, il s'agit de les prendre en compte. Ça veut dire qu'il faut assurer un niveau de vie décent à tous, mais on n'a pas, pour le dire de manière un peu provocante, qu'un problème de pauvre, on a aussi un problème d'appauvrissement et d'appauvrissement différencié entre différentes catégories, notamment les classes moyennes et les territoires très dépendants de la voiture, gilets jaunes, tout ça. Je vous apprends rien. Et puis, il faut aussi inclure donc les zones et les territoires, les inégalités et les vulnérabilités. Elles ne sont pas uniquement socio-économiques, elles peuvent aussi être territoriales. Alors là, vous vous dites, c'est bon, on fait ça, on est juste. Eh bien, non, pas encore. Il en manque une dernière de logique, qui est que les inégalités, c'est compliqué. Les inégalités, elles se nichent aussi dans la capacité à prendre part à la décision. Et donc, il faut que les politiques de transition, du bras vers le vert et de prise en compte des vulnérabilités, elles soient élaborées de la manière la plus démocratique possible. Je vous rappelle que ça vient des syndicats, transition juste, le dialogue social, c'est pas quelque chose qui leur est indifférent.
Et donc, il s'agit d'impliquer les parties prenantes, corps intermédiaires, mais aussi citoyens, dans l'élaboration de ces trois logiques-là, et ça à toutes les échelles territoriales. Et qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? Eh bien, on passe d'une vision strictement énergie-environnement à une vision beaucoup plus large, élargie à l'ensemble de la société. Et donc, la transition juste, ça n'est pas qu'une histoire d'énergie et d'environnement, c'est bien une transition économique et sociale. Alors maintenant, pour ce qui est ça c'est le cadre analytique, si je vais terminer avec les enjeux rapidement, si on regarde les enjeux réels qu'il y a derrière, en gros sur l'emploi, les derniers chiffres de SGPE, c'était 400 000 emplois créés, 250 000 détruits, donc un gain de 150 000. Ça crée de l'emploi pour les 400 000, c'est pas terrible, surtout s'ils sont sur un territoire. Mais par rapport aux besoins futurs d'emploi, qui sont plutôt des emplois sociaux, du care, de la dépendance, de l'éducation, etc., c'est pas grand-chose. Et par rapport à la casse que va faire l'IA, ils n'ont pas bien de faire une transition juste d'ailleurs. Mais passons. Donc, c'est rien. C'est rien, c'est l'épaisseur. Sur les impacts sociaux, on a quand même à l'heure actuelle 12% de la population qui est en situation de précarité énergétique, c'est pas rien, faudrait pas l'augmenter. Mais si entre 2021 et 2023, la proportion des Français payés au SMIC est passée de 12% et 17,5%, c'est pas la faute de la transition, hein, c'est la faute d'autres évolutions. Euh, donc voilà, c'est pas. Pour ce qui est de la cohésion démocratique, c'est pas la transition non plus qui a créé un certain nombre de distance entre la population et les représentants, mais il y a certainement des choses, et si vous voulez qu'on en parle plus tard, à inventer parce que notamment l'adaptation est un très bon moyen de renouer le dialogue citoyen sur les territoires. En revanche, là où on n'est pas dans l'épaisseur du trait, c'est pour ce qui est des actifs. Alors effectivement, si on regarde les premiers à s'en être émus, c'était aussi les syndicats, notamment à l'international. Il y a des secteurs aux États-Unis où c'est les entreprises elles-mêmes qui payent les retraites. Et donc, ils sont intéressés à ça, mais c'est plutôt du côté de la finance que l'alarme a retenti. Donc, je vous renvoie au rapport que vous devez certainement connaître de Carbon Tracker en 2011, qui essayait de regarder quel est le pourcentage des réserves de fossiles valorisées sur les marchés qu'il ne faudrait pas brûler pour rester à 2 degrés. Donc c'est en 2011, il s'est passé des choses, depuis c'est 2 degrés, c'est 1,5. Et il est arrivé à la conclusion que c'est 80% des réserves fossiles valorisées qu'il ne faut pas brûler. Ça fait quand même pas mal. Et puis derrière, il y a John Fullerton, que vous connaissez peut-être aussi, un économiste américain qui a essayé de quantifier tout ça. C'est pas évident de trouver les données. Il n'y en a pas 150 000 là-dessus, hein. Donc c'est celle que j'ai trouvée. Il est arrivé au total de 22 000 milliards de dollars. Donc si on a un PIB mondial de 100 000 milliards de dollars, ça fait en gros 22% à la louche. Mais ce qu'on sait maintenant, c'est que les impacts du changement climatique sont beaucoup plus importants que je peux penser et que dès maintenant, s'il n'y avait pas eu réchauffement climatique, le PIB mondial serait supérieur d'un tiers. Alors, pareil, hein, 33% d'un côté, 22% de l'autre. Le risque de transition, c'est comme ça qu'on appelle pudiquement, je crois, dans les marchés, le fait que des actifs carbonés pourraient perdre de la valeur, devient inférieur au risque matériel, risque d'impact des conséquences du changement climatique. Alors, on comprend bien que pour les acteurs qui sont assis sur ces ressources fossiles, ce ne soit pas la même chose, mais pour des acteurs qui sont en charge de la rentabilité, de faire fructifier le capital, banque et assurance, il semblerait qu'il y a un petit problème d'efficience des marchés à ce niveau-là. Alors, dernière chose, pour résumer, donc une transition juste, c'est bien une transition qui accompagne les activités brunes et vertes, qui prennent en compte les parties prenantes et qui soit faite de la façon la plus démocratique possible. Oui, elle peut contribuer à l'emploi, à la croissance, à la cohésion de la société, à la vitalité démocratique, à condition qu'il y ait un ensemble de politiques publiques, économiques, commerciales, sociales qui soient mises en place. Donc, c'est pas qu'avec nos petits bras d'acteurs de l'environnement qu'on va arriver à faire ça. On a besoin des acteurs. Ce matin, je vais vous raconter ça à la Fondation Massy. Et les acteurs du social rentrent dans les problématiques de transition, c'est bien et c'est nécessaire. Donc, que les acteurs financiers y rentrent plus également, c'est une excellente nouvelle. Mais il faut aussi savoir que sur l'ensemble de ces dimensions,
le rôle de la transition peut être significatif, mais il n'est pas prédominant pour le moment, c'est quand même d'autres évolutions. Et pourtant, bah, la transition à l'heure actuelle, elle est un peu le bouc émissaire de tout le reste. C'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais ça n'est pas l'eau qui la remplit. Sauf peut-être, effectivement, pour la question des actifs carbonés. Et là, s'il y a une raison pour laquelle on ne fait pas la transition, c'est peut-être pas parce que ça implique tous les pauvres ou parce qu'elle serait injuste, c'est peut-être parce qu'on a un petit problème de désinvestissement au-delà de toutes les comment dire, querelles politiques stériles sur croissance, décroissance. Déjà, la croissance, on pourrait aussi voilà, la mesurer différemment. On peut ne pas renoncer au progrès, à la prospérité, sans, voilà, dans un cadre qui respecte l'équilibre planétaire. Mais voilà, donc sur toutes ces questions, c'est vrai que, amis économistes, financiers, banquiers, assurances, il me semble qu'il y a un petit travail à faire d'optimisation pour gérer cette petite question de désinvestissement, qui encore une fois n'est pas une question de décroissance. Merci. Merci. Donc, alors moi, je suis Marie-Claire Aboun, je travaille chez Terega, qui est un opérateur de transport et de stockage de gaz. Donc là, on est dans de l'actif carboné. Et je vais vous parler de comment est-ce qu'aujourd'hui le secteur gazier se décarbone et essaye de minimiser ce risque de désinvestissement et orienter au maximum ses investissements vers les nouvelles voies de gaz renouvelable et d'hydrogène. Donc d'abord, juste pour rappeler ce que j'ai essayé de retranscrire dans l'article, la consommation gazière aujourd'hui, elle représente quand même 15% du mix énergétique français, donc c'est une part significative. On utilise du gaz pour le chauffage, pour la consommation de nos industries, pour la production d'électricité, donc c'est un rôle évidemment important aujourd'hui dans notre mix énergétique. Ça représente 400 TWh à peu près aujourd'hui, la consommation. Et si on se projette à un horizon un peu plus de moyen terme, en 2030, et ça ce sont les chiffres de la PPE qui est en cours de consultation, on est de l'ordre de 370 TWh en 2030. Si on inclut le biométhane, j'y reviendrai, mais donc une consommation de gaz de 370 en 2030 et entre 280 et 320 en 2035. Donc on voit bien qu'à cet horizon-là, le gaz continue à jouer un rôle important. Et ce qui est aussi important d'avoir en tête, on parle évidemment, quand on parle de transition énergétique, on parle beaucoup d'électrification des usages, et c'est évidemment ce dont on a besoin pour réussir la transition énergétique, l'électrification croissante de nombreux usages, mais même les scénarios de la SNGC montrent qu'à l'horizon 2050, on est avec un mix électrifié à 50% en 2050. Donc il faut aussi s'intéresser à tous les 50% restants et les décarboner. Et notamment à certains usages qu'on ne peut pas électrifier facilement, les usages industriels ou les usages de la mobilité lourde, ou même l'aviation, où là c'est très compliqué évidemment d'envisager des solutions de décarbonation, d'électrification. Donc juste pour rappeler un peu ce panorama, et le gaz, encore une fois, il est utilisé dans la partie résidentielle pour le chauffage. Sa consommation dans le résidentiel, elle va baisser, mais ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'elle baisse beaucoup grâce aux efforts d'efficacité énergétique et de sobriété, et on n'observe pas encore ce transfert vers d'autres énergies. Pas encore en tout cas. Dans l'industrie, un tiers de la consommation de l'industrie, c'est du gaz. Et là aussi, les solutions d'électrification, elles sont adaptées peut-être pour des usages de chaleur basse température, mais pour le reste, c'est très compliqué aussi d'envisager des solutions d'électrification. Et une partie des industriels vont peut-être basculer vers d'autres solutions comme l'hydrogène, j'y reviendrai ensuite, mais en tout cas, là aussi, le gaz va garder quand même un rôle important. Et puis après, il y a la production d'électricité qui est quand même important aussi d'avoir ce backup parfois pour le système électrique. Donc ça, c'est du côté de la consommation, simplement rappeler ces ordres de grandeur. Du côté de la production, évidemment, on le sait, aujourd'hui, le gaz est très, très majoritairement fossile et
et il était jusqu'à très récemment beaucoup importé de Russie. J'y reviendrai en fin de présentation. Mais aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est de décarboner cette production gazière. Et là, on se tourne vers le biométhane. Et le biométhane, c'est une énergie qui se développe beaucoup, qui s'est beaucoup développée ces dernières années et qui a connu vraiment un développement important, qui a été la seule filière qui a réussi à atteindre avec de l'avance les objectifs de la PPE. Donc, on est aujourd'hui à une production de 12 TWh en 2023. Donc, on va être encore plus en 2024. Et la PPE dit qu'on peut aller jusqu'à 44 TWh en 2030. Et les gaziers, évidemment, disent qu'on peut aller au-delà parce qu'on pourrait considérer aussi d'autres sources de gaz renouvelables. Le problème du biométhane aujourd'hui, et c'est vrai que c'est la première chose qui saute aux yeux, c'est que son coût de production reste élevé. Aujourd'hui, on est de l'ordre en moyenne de 90 à 100 euros le mégawattheure face à un prix du gaz fossile qui est aujourd'hui, alors ça varie beaucoup, mais on est ces derniers temps autour de 40 euros le mégawattheure. 40 ou 45. Donc on est, voilà, il y a quand même un gap, un différentiel. Et c'est le problème aussi, c'est que ce coût de production, notamment la filière française, qui est très développée et qui est en pointe par rapport à l'Europe, mais elle peine à baisser son coût de production parce qu'il s'agit de petites installations. Et puis ces derniers temps, avec l'inflation, l'augmentation des coûts de l'électricité, c'est vrai que les coûts de production n'ont pas baissé. Donc, il y a besoin de ce soutien étatique, de ce soutien public. Aujourd'hui, dans la PPE, il y a une enveloppe qui a été révisée à la hausse de 17 milliards d'euros sur la période 2019-2028. Donc, c'est évidemment important, comme pour les autres énergies renouvelables. Et donc là, il y a quand même un besoin important de soutien public. Mais il y a aussi tout un dispositif extra-budgétaire qui s'est développé récemment dans la réglementation et qui permet ce qu'on appelle les certificats de production de biogaz, qui permet de porter une partie du coût de production du biogaz par le fournisseur et donc le répercuter sur le consommateur. Donc chaque fournisseur aura un pourcentage à faire valoir de gaz renouvelable et donc ça sera répercuté sur le consommateur. Donc l'idée c'est d'inventer aussi ces mécanismes pour diversifier les sources de financement et permettre de développer le biométhane. Autour du biométhane, ELACRE avait publié un rapport il y a quelques années sur le sujet. Il y a le sujet des externalités positives du biométhane parce qu'effectivement, on a une production qui est élevée, mais derrière la production de gaz renouvelable et du biométhane, il y a un impact très positif sur les agriculteurs, une source de revenus nouvelle pour eux, la création d'emplois. On est dans un cercle d'économie circulaire, donc avec la valorisation des déchets. Donc, il y a plein d'externalités positives. Il y a eu pas mal d'études économiques sur le sujet pour valoriser ces externalités et essayer de, quelque part, les intégrer dans ce coût de production qui est certes plus élevé que le prix du gaz naturel. Et puis, comme on est à la creux et qu'on a parlé aussi des investissements, simplement préciser que l'avantage de ces gaz renouvelables, c'est qu'ils peuvent très facilement s'intégrer dans les réseaux existants et que le coût de ces raccordements n'est pas très élevé. Selon la Creux, là aussi, il a été estimé entre 6 à 10 milliards d'euros à l'horizon 2050. Donc, on est à 200-300 millions d'euros par an. Par rapport aux investissements actuels, ça reste relativement dérisoire. Donc, simplement pour dire que c'est une source de décarbonation intéressante, qui a ce sujet effectivement de financement et de production élevé, qui a parfois quelques problématiques d'acceptabilité, mais ça c'est le lot de toutes les énergies renouvelables. Et puis il y a tout le débat aussi que Christian avait introduit, si on veut aller vraiment dans des volumes beaucoup plus importants, la pression qu'on mettrait sur la biomasse. À l'horizon 2035, ça pose pas de difficulté. Le vrai sujet, il est au-delà. Et là, il y a différents scénarios et l'ADEME travaille beaucoup sur le sujet et voilà. On pourra débattre aussi de ce potentiel de biomasse si on veut vraiment aller dans un, voilà, complètement couvrir la consommation gazière aujourd'hui par du biométhane, ça pourrait être problématique. Donc ça, c'est le premier sujet, je dirais, comment verdir notre production grâce au gaz vert de manière générale et au biométhane et à d'autres sources aussi de gaz renouvelables comme la pyrogazéification ou la gazéification hydrothermale où là on parle de déchets plus solides. Technologiquement c'est un peu plus compliqué, le coût de production il est encore supérieur, mais là aussi c'est des voies intéressantes qu'il faut aussi soutenir.
Et puis l'autre, je dirais, grand sujet des opérateurs gaziers aujourd'hui, c'est l'hydrogène, parce que là vraiment, sur l'hydrogène, il y a tout un potentiel pour décarboner des secteurs comme l'industrie aussi, comme la mobilité lourde, comme l'aviation. Donc vous savez qu'aujourd'hui, il y a de l'hydrogène qui est consommé partout dans le monde, notamment en France. C'est ce qu'on appelle l'hydrogène gris, qui est produit à partir de sources fossiles. Aujourd'hui, un ordre de grandeur, on est à 0,9 millions de tonnes par an. Donc, c'est l'hydrogène qui est beaucoup utilisé dans les raffineries ou dans le secteur de la chimie. En France, il y a eu le plan de relance en 2020, puis France 2030, avec 9 milliards d'euros sur la table pour développer de manière massive l'hydrogène en France, avec la priorité de développer l'électrolyse, donc de développer notre capacité de production d'électrolyse, donc l'hydrogène à partir de l'électricité décarbonée, que ce soit nucléaire ou renouvelable. Et donc là, on a un objectif de 6,5 gigawatts à l'horizon 2030, et puis développer aussi la décarbonation des industriels et de la mobilité lourde. Donc là, il y a différents mécanismes de soutien et notamment des appels à projets de l'ADEME qui permettent de financer aussi ces différentes consommations. Et puis, il y a aussi d'un point de vue réglementaire, le règlement ReFuel EU qui a été adopté il y a quelques temps et qui introduit aussi une incorporation progressive de l'hydrogène dans les e-carburants à partir de 2030. Donc ça aussi, ça donne un signal qu'il y a des débouchés pour l'hydrogène et qu'il y a une consommation intéressante à venir qui permet quand même de décarboner voilà, le secteur de l'aviation qui est quand même un secteur très difficile à décarboner. Et puis, il y a certains pays qui sont très, très ambitieux sur l'hydrogène, encore plus que la France. Et là, on pense tout de suite à l'Allemagne, qui, vous le savez, a un besoin de décarboner son industrie qui est très important et qui a des objectifs très ambitieux sur l'hydrogène, un ordre de grandeur autour de 3-4 millions de tonnes par an en 2030, donc de consommation spécialement dédiée à son industrie. Or, l'Allemagne n'a pas un énorme potentiel de production d'hydrogène, donc il se tourne vers les pays voisins, voire vers les pays du Sud, où là, il y a un potentiel d'hydrogène qui est important à un prix très compétitif. Et donc là, il y a tout un écosystème aujourd'hui transfrontalier qui est en train de se dessiner avec l'Allemagne qui essaie de développer des différents corridors d'importation au niveau européen pour pouvoir s'approvisionner de l'hydrogène. En hydrogène, concrètement, l'Allemagne a besoin, pour répondre à ses besoins d'hydrogène, d'importer les 3/4 de son hydrogène. Et donc, cet hydrogène, il proviendrait soit de la péninsule ibérique, de l'Espagne, du Portugal, ou alors des pays du Nord avec l'éolien, ou alors voire parfois des pays d'Afrique du Nord, où là, il y a un fort potentiel en hydrogène, que ce soit le Maroc ou la Mauritanie, qui ont énormément de projets en hydrogène solaire. Donc voilà ce qui est en train de se dessiner du côté de nos voisins. La France a fait plutôt le choix aujourd'hui d'être plutôt autour d'écosystèmes et donc de produire notre hydrogène localement. Et de le consommer au plus près de la production. Donc, on est plutôt dans des écosystèmes décentralisés. Alors, les deux modèles ont leurs avantages et leurs inconvénients. Le modèle allemand va nécessiter certainement des investissements massifs dans les infrastructures, dans des canalisations qui sont évidemment, comme on l'a souligné, des investissements sur le temps long, dans un moment où la production n'est pas totalement développée, la demande non plus. Et donc, d'habitude, pour le gaz et l'électricité, on a attendu quelques décennies de voir où sont les zones de demande et où sont les zones de production. Puis après, on a décidé de les relier entre eux et on a créé le marché européen de l'énergie. Là, sur l'hydrogène, on est en train de faire tout en même temps. Donc, ça soulève plein de questions, mais ça pose aussi la question que sur l'hydrogène, qui reste aujourd'hui pour l'hydrogène produit à partir d'électrolyse assez élevé, là, comme pour le biométhane, l'hydrogène gris, il est à 1-2 euros le kilo. L'hydrogène vert, on est plutôt à 8, donc c'est x4. Donc on est quand même à des niveaux plus importants. Et donc pour pouvoir massifier et baisser le coût de l'hydrogène, le coût de production, il faut changer d'échelle. Il faut relier rapidement les zones de production les plus compétitives avec les zones de consommation. Donc là, c'est tout le débat autour des infrastructures qui est lancé. Et en France, on doit certainement se poser sur ce sujet. En Allemagne, il y a différents mécanismes de régulation qui sont aujourd'hui conçus, qui à la fois mélangent des investissements privés, des investissements publics, des subventions européennes, et aussi tout un nouveau modèle régulatoire qui est en train d'être inventé
pourra y revenir si vous le souhaitez dans la discussion, où finalement les premiers consommateurs vont payer un tarif très, très bas pour les encourager à utiliser le tuyau. Et puis après, plus tard, ils paieront un tarif plus important. Et il y a un compte d'amortissement qui est créé pour mettre la différence entre les recettes et les coûts de côté. Et si jamais ça ne boucle pas, c'est l'État qui prend la différence en partie. Donc voilà, il y a des mécanismes régulatoires qui ont un horizon de temps, et c'est ce que disait aussi Yvan Cocheux. On est en train de repousser l'horizon de temps et d'imaginer des infrastructures à des durées plus longues que ce qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, et simplement pour conclure sur ces sujets de décarbonation du secteur gazier, c'est évidemment un enjeu de décarbonation, mais sur l'hydrogène, on est aussi sur un sujet de compétitivité européenne. Ça a été aussi une des principales conclusions du rapport Draghi. On a besoin que l'Europe soit leader sur certaines technologies propres, et l'hydrogène en fait partie. Et aujourd'hui, on voit, alors que l'Europe a mis énormément d'argent sur la table, on voit la Chine qui est en train d'accélérer. Aujourd'hui, plus de 70% des projets d'électrolyse, ils sont décidés en Chine. En 2-3 ans, ils sont allés très très vite. Le potentiel d'économie d'échelle en Chine, il est immense. Donc, c'est au-delà d'un enjeu juste de décarbonation, de transition énergétique, c'est aussi un enjeu de compétitivité, un enjeu géostratégique, aussi par rapport aux États-Unis qui ont l'IRA. On ne sait pas ce que ça va devenir avec Trump. Mais il y a aussi un positionnement aussi géostratégique important pour l'Europe. Et donc, simplement pour dire que ça va au-delà et c'est pas simplement un enjeu de décarbonation. Voilà. Et puis aussi, voilà, en Europe, on a réussi, je conclurai là-dessus, on a réussi en 2 ans à se passer quasiment du gaz russe. On était à 50% d'importation de gaz russe, on est passé à 15%. En même pas un an, les terminaux méthaniers allemands ont été construits. Donc, on sait faire quand on est au pied du mur, on sait faire avec cette solidarité européenne. Donc, simplement pour dire, voilà, c'est aussi un enjeu européen et qui va au-delà des enjeux de décarbonation et de notre mix énergétique. Voilà. Bonsoir à tous. Colline Médalas-Messen, je suis doctorante à l'Université Paris-Dauphine, encadrée par Anna Critique, qui n'est malheureusement pas là ce soir. Je voudrais commencer par remercier la Creux et la VFR pour cette très très belle occasion de discuter du nouveau marché de permis sur les émissions diffuses, qui me semble être un sujet dont on parle finalement peu au regard de l'ampleur des enjeux qu'il pose et aussi de l'immédiateté de sa mise en place, parce que finalement, à partir de 2025, le marché est mis en place et les acteurs qui y sont soumis auront une obligation de rendre les permis à partir de 2027, pour ainsi dire demain. Donc peut-être cadrer un peu le contexte, de quoi on parle quand on parle de ce nouveau marché sur les émissions diffuses, que je vais appeler à partir de maintenant l'ETS2, parce que c'est plus court. L'ETS2, c'est une idée de la Commission européenne qui s'est fait le constat que pour financer la transition énergétique, il fallait que cette transition énergétique, elle soit de tous les secteurs. Et on avait déjà l'instrument régulatoire star de la Commission européenne, le marché carbone, qu'on va appeler l'ETS1, qui donc concerne les secteurs de l'énergie, de l'industrie lourde, depuis quelque temps une partie de l'aviation et du maritime, mais qui délaisse donc tout un tas de secteurs qui, pour autant, à eux tous, ont plus de 55% des émissions de l'Union européenne et qu'il était donc nécessaire d'encadrer. Donc ce second marché carbone, complètement séparé du premier, vise à réguler les émissions des industries, des petites industries qui n'étaient donc pas encore concernées par le TS1, ainsi que du secteur des transports et du bâtiment. Et donc je rebondis sur Marie-Claire, juste avant, parfait timing. On s'intéresse ici non pas, bien que l'objectif final soit de réguler la consommation et les émissions de carbone équivalent des ménages, donc des consommateurs finaux. Cette régulation, elle vise les fournisseurs d'énergie fossile concernant ces secteurs. Donc, en fait, l'objectif, c'était de ne pas multiplier les acteurs concernés. On ne pouvait pas avoir l'ensemble des ménages et l'ensemble des citoyens européens dans un marché.
c'est pas hyper efficace en termes de design de marché. Donc, plutôt que de les cibler directement, on cible ceux qui sont le plus à même de savoir à qui ils fournissent ces énergies fossiles, les fournisseurs. Alors, vous allez me dire, c'est un marché carbone, on en a déjà un, on sait comment cela fonctionne. Et effectivement, ce second marché carbone s'inspire de bien des manières, des caractéristiques de l'ETS 1, mais la grande différence, c'est que les logiques de décarbonation des acteurs concernés, des ménages, sont complètement différentes des comportements des entreprises ciblées par l'ETS 1. Et donc, juste pour vous donner quelques éléments de contexte, cet ETS2, il a des caractéristiques effectivement très semblables à l'ETS 1. Donc, on a un facteur de réduction linéaire année par année. Mais pour l'ETS2, il est très important. On attend une réduction de 5% par an des émissions du secteur, des deux secteurs concernés. On a l'ensemble des permis qui vont être mis aux enchères, puisqu'il n'y a pas réellement de risque de fuite carbone sur ce marché. L'ensemble des permis vont être mis aux enchères. Et fort de leur expérience avec l'ETS 1 et de sa volatilité du prix, la Commission européenne a mis en place des garde-fous pour éviter des prix trop importants sur le marché. Le premier garde-fou, c'est le report simple du début du marché à 2028 en cas de prix des énergies trop élevés en 2026 et 2027. Le deuxième garde-fou, c'est de la même façon que pour le TS1, une réserve de stabilité de marché. Mais cette réserve de stabilité de marché, pour le TS2, elle fonctionne effectivement sur des mécanismes de volume, donc en fonction du nombre total de permis en circulation, mais aussi sur un mécanisme de prix, avec la volonté d'encadrer les prix sur le marché pour éviter des prix trop élevés, ce qui est complètement innovant par rapport à la première MSR concernant le TS1. Et enfin, le dernier garde-fou, c'est Solange qui l'a mentionné tout à l'heure, on parle du Fonds social pour le climat, qui vise à stocker les revenus d'une partie des revenus des allocations de ce marché, donc 150 millions, mais pour un maximum sur toute la période d'ici 2030, de 65 milliards d'euros stockés sur ce Fonds social pour le climat. Ça peut être des chiffres qui vous paraissent importants, mais finalement, face à la manne que représenteraient les revenus carbone sur ce marché, c'est finalement un petit stock de revenus financer les politiques complémentaires, et les auteurs s'inquiètent d'ailleurs sur le sujet qu'il ne soit pas suffisant. Pas suffisant, pourquoi? Parce qu'on parle sur ce marché de prix relativement élevés d'ici à 2030. Les auteurs, dans les différents modèles qu'ils ont établis, on fait des estimations d'ici à 2030 comprises entre 170 € la tonne et 360 € la tonne. Ce sont donc des prix plutôt importants qui vont en majorité passer dans le coût des énergies fossiles achetées par les ménages. Et donc, on a une crainte effectivement d'acceptabilité sociale, on a une crainte de systèmes qui vont être régressifs, donc d'élargissement de la pauvreté, mais un autre problème est aussi la crainte simplement de est-ce que cet outil va suffire à permettre des investissements de la part des ménages dans des technologies décarbonées. Parce que concrètement, ces estimations, elles ont été faites sur la base des élasticités prix des consommateurs à leur consommation d'énergie fossile. Et donc, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que si on ne considère que l'élasticité de prix, on ne considère pas le changement de comportement des ménages, donc leurs investissements dans un switch technologique vers des technologies décarbonées. Et comment fait-on pour créer ce switch technologique pour ne donc pas avoir simplement un effet de la baisse des consommations et donc, basiquement, une précarité en termes de transport, une précarité en termes de chauffage, de confort thermique, qui sont des usages nécessaires tout un chacun et pour tout ménage. Et donc, pour éviter, pour permettre cette décarbonation de la part des ménages,
on va avoir besoin de politiques complémentaires. Et là-dessus, je reviendrai à l'origine de l'idée première de la mise en place de cette ETS2. La Commission européenne avait bien en tête que cette ETS2 il devait être un safety net, un gilet de sauvetage, c'est-à-dire simplement une assurance que les quotas, que le niveau de carbone sur ces secteurs ne dépasse pas les niveaux qu'on s'est établis, mais qu'il est bien à la main des États et à la responsabilité des États de mettre en place des politiques complémentaires pour permettre à leurs ménages de s'adapter et de créer cette transition énergétique. Et donc, ces politiques complémentaires, on peut prendre l'exemple du marché carbone californien, la Boston Climate Initiative, dans laquelle, en fait, depuis le début, les secteurs des transports et des bâtiments sont inclus dans leur marché carbone. Et les études ont montré, en particulier Cullen-Ward en 2007, a montré que plus de 80% de la décarbonation liée à ces secteurs était en fait liée aux politiques complémentaires, qui vont jouer un rôle parfaitement nécessaire dans notre future décarbonation en Europe. Juste pour conclure, notre étude avec Anacrétique a montré surtout que on parlait encore beaucoup trop peu de ce marché carbone, de ce deuxième marché carbone, et qu'en particulier, il y avait peu d'études microéconomiques montrant les mécanismes précis de ce marché sur les comportements des ménages et leur comportement de décarbonation, prenant en compte par exemple leurs contraintes de liquidité ou leurs biais comportementaux. Et donc, dans ce cadre, on travaille actuellement à la caractérisation d'un modèle analytique, justement pour comprendre l'intégration de ce nouveau marché dans notre mix de politique climatique, donc en interaction avec le terrain. Merci à tous. Bien, s'ouvre le temps de débat. Christian, il reste un siège, comme ça tu pourras participer au débat, répondre aux questions. J'ai parlé sans micro parce que j'ai fréquenté ce week-end un enfant de 5 ans qui se trouvait être mon petit-fils. Et pour celles et ceux d'entre vous qui ont le bonheur d'être grands-parents, vous savez que c'est particulièrement dangereux. Donc j'ai perdu ma voix et je vais pas exposer le micro. Pour introduire le débat, j'aimerais vous dire 2-3 mots. Bon, de mon côté également, en remerciant la Creux de nous accueillir. La Creux a créé, sous l'impulsion d'Emmanuel Vargon et d'Yvan, un espace plus ouvert encore que ça n'était le cas auparavant, avec un conseil scientifique, des groupes prospectifs, et tout ça est en ligne et gratuit, c'est passionnant, notamment sur le tour desquels on a eu à travailler ensemble. Donc je vous invite à aller regarder, c'est l'occasion, non seulement donc à vous abonner à la revue, évidemment, mais également à regarder les travaux de la Creux, qui est, me semble-t-il, un bel espace de réflexion et gratuit. Ce qui me concerne. En vous écoutant, j'ai vraiment trouvé que ce débat était passionnant. Enfin, l'introduction du débat était tout à fait passionnante. Je me suis souvenu que de mon côté, c'est une grande fierté pour moi. J'ai été auteur du numéro 3 de la revue d'économie financière. Là, c'est le numéro 155, vous pouvez me le faire tout à fait. Et surtout, c'est qui est la suivante. Donc, tout ça nous ramène à 1987. 1987, sujet de thèse, comme Kurt Collins, j'étais en thèse. Et donc, quand on sera au numéro 300, tu reprends ça avec émotion. Donc, et surtout, je me suis demandé, qu'est-ce qu'un humain universitaire en formation de 1987 aurait compris à ce qu'on s'est raconté pendant 1 heure et à la lecture de ce numéro? Et à peu près rien. À peu près. Donc, il s'est passé beaucoup de choses. On s'est mis sous pression du temps. Il y a eu une prise de conscience et une inaction et des difficultés objectives. Vous en avez identifié certaines qui expliquent où nous en sommes. Et j'aimerais une deuxième remarque, essayer de recontextualiser ce numéro spécial, parce qu'avec Esther, Olivier Pastré, qui n'a pas pu être là, et l'équipe de la revue, on met en discussion depuis quelque temps sur le moment où il est opportun de se pencher à nouveau, parce que la revue considère assez régulièrement ces questions sous différents angles. Donc, à quel bon moment on pouvait faire apparaître le numéro spécial qui nous réunit ce soir. Et donc, on a discuté schématiquement à partir de 2023. À un moment, on avait un gouvernement. À un moment, on avait une stratégie de planification, etc., qui était millimétrée avec une équipe assez remarquable d'ailleurs, qui nous a livré
des résultats tout à fait intéressants. Et patatras, on se trouve ce soir à débattre sans gouvernement, sauf si les annonces avaient été faites, et puis surtout avec des contraintes budgétaires qui, à l'évidence, vont peser sur les différents chantiers qui ont été évoqués là et qui se trouvent au cœur du... Et donc, j'aimerais vous proposer quand même une réflexion sur, qui, me semble-t-il, gagnerait à éclairer, peut-être pas, mais en tout cas être prise en compte dans le débat sur le budget qui va intervenir. La question, c'est la suivante. Dans le financement de la transition et plus globalement dans l'action climatique, il me semble qu'il faut qu'on différencie deux types d'effets. Il y a un effet global, Christian en est un des pionniers en France, hein, qui est d'éviter d'émettre des gaz à effet de serre, donc tout ça réduit des effets globaux dans le lointain, y compris dans le lointain en termes temporels. Il y a également des effets locaux. Ces effets locaux, ils peuvent être très puissants sur la qualité de l'air, sur la qualité de l'eau, sur la biodiversité, sur la sécurité de l'approvisionnement. Et donc, j'aimerais partager avec vous à nouveau un petit exercice de pensée. Il se trouve que c'est un sujet sur lequel j'ai eu à travailler pour la direction générale de la SNCF, qui est où est-ce qu'on en serait aujourd'hui si nous avions été plus décarbonés. Il y a des technologies, dans la transition, il y a des technologies sur lesquelles nous aurions pu être plus avancés. Peut-être pas, sans doute pas sur l'hydrogène décarboné, c'est pas mature, mais sur l'efficacité thermique dans le logement, on aurait pu faire plus. Sur le rail, on aurait pu faire plus. Il y a de cette manière quelques technologies qui sont des technologies suffisamment matures dans ce début de siècle pour qu'on aurait pu imaginer d'investir. Et donc, et le raisonnement est le suivant. Imaginons par exemple si nous avions eu plus de rails. Les projets de Jean-Pierre Farandou, qui est de dire doublons la part modale du rail, qui est assez modeste à l'heure actuelle, 15% pour les humains, 10% à peu près pour les marchandises. Si on avait doublé, on n'aurait pas résolu l'intégralité du problème, mais néanmoins, on aurait amorti un certain nombre de chocs. Premier choc, la crise dite des Gilets jaunes, qui est une crise multidimensionnelle, mais qui notamment est une crise de la mobilité. Et d'ailleurs, et ça fait écho à ce que tu nous as dit, Solange, et d'ailleurs qu'on va retrouver ensemble, nous avons fait partie de l'équipe qui accompagnait la Convention citoyenne pour le climat. Évidemment, cette convention, elle est le produit direct, si on peut dire, du mouvement des Gilets jaunes, qui lui-même n'est pas le produit d'une taxe carbone qui aurait été trop importante, il est le produit foncièrement d'un choc pétrolier. Le pétrole, il est multiplié par 2 entre 2016 et 2018. Alors évidemment, nos concitoyens qui sont affectés vont essayer de tordre le cou au prince qui est à leur portée, mais les vrais responsables, ils sont à Riyad, à Moscou, à Houston, mais de fait, et donc on a un premier choc qui, budgétairement notamment, va conduire à geler une taxe qui aurait pu rapporter quelques dizaines de milliards d'euros de plus si évidemment les mécanismes sous-jacents avaient été mieux designés. Deuxième temps du raisonnement, la crise Covid. Alors on est tous pneumologues, hein, on est bien d'accord, on a payé pour ça, on a une vraie expertise. Et donc il y a beaucoup de travaux du monde médical qui expliquent à quel point les tensions sur le système de santé induites par cette crise ont été renforcées par la pollution de l'air. Pour des raisons qui sont assez logiques. Dans les métropoles polluées, il y a plus de facteurs de comorbidité. Donc, lorsqu'une crise de cette nature arrive, il y a un encombrement du système de santé. On nous confine à la maison, le quoi qu'il en coûte. Et le delta de dette publique est à peu près 300 milliards entre le début et croisons les doigts, la fin de cette crise. Enfin, le troisième temps, les difficultés de voisinage avec nos amis russes jusqu'alors, et qui ont coûté pour l'Europe entière 700 milliards pour simplement l'année 2022. Hein, les amortisseurs, donc la différence entre le marché de gros et le marché de détail et le prix de détail qu'on paye à la maison dans nos entreprises ou nos organisations, 700 milliards, tel que ça a été évalué par Bruegel, un think tank de Bruxelles, simplement pour l'année 2022. Donc ça veut dire qu'il y a une partie des tensions sur les finances publiques à l'heure actuelle en France, qui notamment s'explique par cette succession de chocs. Et au sortir de ces chocs, et même sous forte tension, il ne faudrait pas se tromper de diagnostic, être inactif sur la transition énergétique et globalement sur l'action climatique, c'est pas gérer avec discernement nos finances publiques. C'est se condamner à subir violemment dans cette décennie, à peu près la garantie, un choc dans le cadre duquel l'État ne pourra pas intervenir en tant qu'assureur des sommes, de toute évidence. Et il y a de bonnes raisons d'imaginer, d'ailleurs, pour pas mal des conséquences, d'ailleurs, de l'inaction climatique, jusqu'alors, les assureurs privés ne puissent pas eux-mêmes intervenir efficacement. Donc voilà ma contribution au débat, et à partir de là, le débat s'ouvre. Donc moi, je me charge d'allouer la parole
pense qu'on n'a pas besoin de micro dans la salle. Pardon. Ah, c'est enregistré. Alors, on a besoin de micro dans la salle. Et est-ce qu'on a un J'espère, micro Patrice, qu'on t'a entendu, en fait. mais il vaut mieux pas que je m'approche un micro sincèrement. Est-ce qu'on a un micro baladeur? Je veux bien porter le micro, mais il faut qu'on me donne un micro. Alors, il y a Pilaire, donc ce que je vais vous proposer, C'est de vous approcher. c'est de vous approcher, je pense que ça va être plus simple. Désolé. Il va falloir que vous arriviez à vaincre votre timidité. Bon, Il faut vous approcher. il faut vous approcher, c'est. Je vais essayer de m'approcher de vous autant que je sais. Alors, attention. En vous se présentant rapidement, peut-être. Donc, Monsieur Slim, vice-président recherche de l'INALCO et accessoirement aussi professeur d'économie dans la même institution. Et alors, je suis le coordinateur du numéro 147, modestement, de la guerre, co-coordinateur avec mon collègue Julien Mercueil sur la guerre en Ukraine et ses conséquences économiques et financières. Justement, ça va me servir d'introduction à ma question que je vais faire très courte. Dans ce numéro, j'avais écrit un papier sur l'action de la Banque centrale ukrainienne, la NBU, pour le financement de l'effort de guerre. Alors, je ne dis pas que la transition environnementale est un effort de guerre, mais en fait, et j'en viens à vous, en fait, Monsieur Faucheux, pour la première question, enfin la seule question d'ailleurs, c'est-à-dire que vous avez dit au début de votre introduction, l'État ne peut pas financer parce que ses finances sont exsangues, on ne l'avait pas dit comme ça, mais c'est à peu près ça. Et donc ensuite, on s'intéresse aux acteurs privés et au marché finalement. Mais vous avez d'une certaine manière omis un acteur d'importance qui est donc la Banque centrale, évidemment. Et je pense notamment au discours de Marc. Oui, ou la BEI, non, voilà, un acteur en fait de refinancement. Et c'est vrai que j'ai focalisé sur la Banque centrale parce que je pensais au discours de Marc Carney en 2015, alors qu'il était gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre, et qui avait dit qu'il fallait briser la tragédie des communs. Et ce qu'il entendait par là, c'était que le risque climatique était plutôt un risque de long terme, alors que les acteurs de marché avaient plutôt une vision de court terme, pour faire simple, disons, dans les décisions qu'ils pouvaient prendre. Et du coup, ça a provoqué, ça a provoqué toute une réflexion qu'on appelait l'approche par les risques de la politique monétaire, qui pouvait du coup être une politique monétaire en soutien de la transition verte. Et dans les approches par les risques, il y en a plusieurs, et je ne vais pas tout vous reciter, mais il y a le risque physique de dégradation des bâtiments, des infrastructures, le risque de réputation, de responsabilité lorsque des acteurs économiques vont attaquer en fait du fait du changement climatique d'autres acteurs. Et du coup, ça représente aussi un risque important. Et moi, je pense à un autre risque qui est le risque de transition, justement, qui a aussi été évoqué par la deuxième intervenante. Et dans le risque de transition, la manière dont Marc Carnet le définissait, c'était un risque qui allait conduire à la dévalorisation des actifs bruns du fait de l'investissement dans des actifs verts. Or, comme les acteurs qui financent détiennent déjà des actifs bruns, il est tout à fait normal qu'ils n'investissent pas comme il faudrait dans les actifs verts. Et donc, Marc Carnet ensuite suggérait de faire toute une taxonomie pour définir ce qu'était un actif brun, un actif vert, et puis de se lancer en fait dans soit d'un côté un rachat ciblé des actifs verts, hein, ce qui pose d'autres problèmes pour une banque centrale, soit aussi même pour un rachat d'actifs bruns pour en quelque sorte alléger les acteurs privés de ces actifs bruns pour qu'enfin ils puissent investir. Et donc ma question c'était est-ce que vous aviez envisagé éventuellement cette possibilité? Ouais, désolé pour la longueur de... Excellente question, et on attend une excellente réponse. Voilà. La bonne nouvelle quand même, c'est que si on regarde le dernier rapport du GIEC, le risque climatique est en train de devenir un risque de court terme. Je vais faire d'abord une première réponse qui est, je ne suis pas persuadé que les banques centrales, dans leur obligation de refinancement du secteur bancaire à court terme, BCE dans ses taux directeurs plutôt sur les refinancements à court terme, soit le bon acteur. Il y a déjà un acteur auquel il faut peut-être penser, c'est plutôt les acteurs institutionnels qui gèrent des actifs de long terme pour le compte de l'État, etc., etc. Alors, j'en vois trois qui s'imposent. En fait, deux, parce que l'un est la filiale de l'autre. Je mettrai le Caisse des dépôts, Banque publique d'investissement dans le même paquet. Même s'il y a des jours où je me pose la question de savoir qui est la filiale de l'autre, parce que en termes de gouvernance, c'est pas simple de savoir qui décide. Bon, mais ceci mis à part, il y a un certain nombre d'acteurs, et puis au niveau européen, on a la Banque européenne d'investissement. Donc effectivement, c'est plutôt des acteurs dont la vocation est d'investir sur le long terme, et
je dirais avec un mauvais argument, mais qui est un argument quand même, ce sont des acteurs qui sont en forte porosité avec la puissance publique pour des tas de raisons. Et on est dans des secteurs qui sont extrêmement régulés. Donc l'intervention de ces acteurs a deux vertus. La première, c'est que ce sont des acteurs qui ont des puissances de feu financières assez considérables, et en règle générale alimentés d'ailleurs par souvent les éléments de long terme des États. La deuxième, elle est moins évidente, c'est qu'effectivement, ce sont des acteurs qui ont aussi un petit peu un rôle directeur. Quelque part, quand ces acteurs s'engagent dans des investissements liés à des politiques publiques, je pense que leur engagement et du fait de leur actionnariat, c'est une certaine assurance de convergence d'intérêts entre la puissance publique et ces politiques-là. Alors, c'est dit de façon gentille, je vais le dire autrement. Quand un pays a les deux doigts dans l'actionnariat d'un acteur qui peut perdre extrêmement cher à des revirements de politique publique, il s'est réfléchi à deux fois avant de revenir en arrière. C'est presque un aléa moral pour les économistes, mais c'est un bon argument. Troisième élément, que les banques centrales, je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise déjà parce que la Banque centrale européenne a racheté énormément d'obligations de ses États membres récemment. On se donc retrouve avec un bilan qui est quand même très baroque. Un bilan avec, entre guillemets, quelque part, des actifs long terme à mettre en regard d'actifs court terme. On dirait c'est du boulot, en règle générale, des acteurs financiers capables de scinder, mais au cas des banques centrales, je ne sais pas si c'est un vrai cadeau à leur faire que de les inciter sur des actifs long terme. Je pense que le débouclage des acquisitions de la Banque centrale européenne d'obligations à terme des États membres va être un excellent test de savoir si c'était une bonne ou une mauvaise idée. Pour l'instant, j'ai plutôt tendance à penser que c'en est une mauvaise, mais voilà. Et dernier élément, est-ce qu'on arrivera un jour à faire ou à factualiser ou à rendre euh, économiquement valorisable le prix d'une action dans le refinancement court terme? Peut-être. Mais je pense qu'on a déjà un stock à valoriser qui se trouve plutôt du côté d'acteurs institutionnels qui, pour une bonne raison, on leur demande de le faire, pour une mauvaise raison, ils alignent peu ou prou les intérêts publics, les intérêts des États avec ces actions-là, sont quand même des acteurs extrêmement bien positionnés et je pense que d'ailleurs, ils ont déjà commencé. Merci beaucoup pour cette réponse. Vous souhaitez ajouter quelque chose? Moi, je voulais ajouter quelque chose. C'est il y a un dernier point quand même que tu n'as pas cité, c'est que l'une des fonctions des banques centrales, c'est de mettre des règles prudentielles. Et ces règles prudentielles sont censées notamment imposer une certaine forme de gestion du risque par les intervenants financiers. Et jusqu'à présent, je n'ai pas beaucoup vu le risque climatique, qu'il s'agisse du risque de transition à moyen terme ou du risque physique à long terme, dans ces règles prudentielles. Et c'est valable pour le système bancaire et peut-être encore plus les assurances. Donc là, je pense qu'il y a un espèce d'instrument mi-réglementaire, mi-financier qui pourrait être extrêmement pertinent. Par ailleurs, un bon prix du carbone au bon niveau modifierait beaucoup de choses. Bon, alors, on va donner la parole peut-être à monsieur, puis tu la prendras après. Je suis désolé, je vais vous demander de vous déplacer parce que jusqu'ici, j'essaie de ne pas étrangler la présidente. Voilà. Oui, C'est un métier à risque après. merci pour ce débat. Je réagis en fonction, c'est la réaction un peu citoyenne. Comment inciter le citoyen lui-même à participer à cette transition énergétique? On a parlé de l'Ukraine là dernièrement. Alors, en Ukraine, j'ai des étages, j'y vais 2 fois par an et je vois des panneaux solaires partout dans les champs. Est-ce qu'il ne faut pas aussi desserrer les contraintes chez nous? Parce qu'il y a transition énergétique et transition écologique. Si on empêche d'installer des panneaux solaires dans les champs, en se multipliant les contraintes, je m'inquiète un peu parce que je me dis comment va-t-on y arriver? Et mes amis ukrainiens, je leur ai dit, mais et ces panneaux solaires, comment ça se calcule? Est-ce que vous avez des subventions? Ils ont l'air de me dire, non, bon, on a un tarif à l'achat de l'électricité, un tarif à la vente, ça a l'air d'être extrêmement simple. Et finalement, même dans des surfaces relativement restreintes, on voit des surfaces de panneaux solaires très, très importantes. Alors, dans un pays en guerre, évidemment, ça surprend un peu. Et puis ma deuxième question, c'est au niveau de l'extraction. On a parlé d'hydrogène, oui, de l'hydrogène blanc. Il semblerait qu'on ait des réserves.
Où en est-on? Est-ce qu'on a des possibilités? Est-ce qu'il y a des difficultés d'extraction, d'exploitation? Parce que exploiter nos ressources déjà chez nous, ça serait un bon point pour cette transition. Donc, ils vendent nous un village en Ukraine. Je vais affecter directement les réponses. Tu vas répondre à l'hydrogène blanc et peut-être sur les contraintes et les panneaux photovoltaïques. Comment? Excuse-moi. Tu m'as sur le blanc? Excuse-moi. Merci. Bon, je vous préparez vos réponses. Je vais être très très rapide, mais je pense qu'il n'y a pas de contradiction entre d'une part chercher des investisseurs institutionnels avec un horizon à long terme, et puis par ailleurs le rôle de la Banque centrale. Je pense que le collègue Monaco a tout à fait raison de parler des deux, pas plus qu'il n'y a pas de contradiction entre politique micro-prudentielle, c'est très bien. Bien sûr qu'il faut une politique micro-prudentielle avec les préoccupations de changement climatique et de transition énergétique, mais c'est pas contradictoire avec par ailleurs des régulations à plus long terme. Juste pour un petit exemple, c'est qu'aujourd'hui les banques centrales elles-mêmes, elles sont conscientes de ce rôle qu'elles peuvent jouer, puisqu'il y a un réseau de 188 banques centrales qui sont pour pour une politique de verdissement, enfin pour des actions de verdissement de la politique monétaire, et qu'elles comprennent très bien que les banques centrales ne peuvent pas avoir d'un côté des politiques qui vont à l'encontre des objectifs justement de changement climatique et de transition énergétique. Une banque centrale ne peut pas accepter aujourd'hui de la part des banques des collatéraux bruns, alors que d'un autre côté, elle est en train de dire il faut une transition écologique. Donc, les deux ne sont pas contradictoires. On peut avoir une action banque centrale et des garanties qui sont apportées par la Banque centrale pour encourager les banques elles-mêmes d'ailleurs et les investisseurs institutionnels à faire ce travail-là, à financer la transition énergétique. Et par ailleurs, on peut avoir des politiques microprudentielles et d'autres actions. Je veux dire, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux en même temps. Tout doit aller dans le même sens pour avancer. Et on a pris trop de retard dans ce sens-là. C'est donc fromage et dessert. Voilà. Absolument. Alors, je ne sais pas dans quelle ordre vous souhaitez répondre, mesdames. Allez, vas-y. Je suis pas un spécialiste de l'agrivoltaïsme. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il y a différents objectifs aussi. Il y a le ZAN, vous en avez entendu parler. Mettre des panneaux solaires dans les champs, ça artificialise les sols. Artificialiser les sols, ça empêche de capturer biologiquement du carbone. Et par ailleurs, c'est pas génial pour la biodiversité. Alors, en Ukraine, effectivement, il y a beaucoup de l'agriculture ukrainienne et c'est une grenier de l'Europe. Donc, ils sont peut-être un petit peu moins tendus sur les surfaces agricoles utiles également. Mais bon, faut voir, sinon après, tout le monde est d'accord. Il y a certainement des simplifications à voir. Je voulais juste revenir sur ce que vous avez dit, vous donner la possibilité aux citoyens de. Alors, il y a un cabinet de conseil que vous connaissez tous, Carbon Cap, qui a fait il y a quelques années une étude sur chacun sa part, quelle est la part des comportements individuels, des leviers des ménages par rapport au reste dans l'atteinte des objectifs. Donc, en gros, ils sont arrivés à la conclusion que si tout le monde devenait végétarien, ne prenait plus l'avion pour ses vacances, ne prenait plus sa voiture, il faisait tout en vélo ou en train, etc. D'un côté, et en investissement, là, on peut rajouter que tous les agriculteurs mettent, mais là, c'est déjà les entreprises à ce stade-là, des panneaux solaires partout, rénover sa maison, investissez dans un véhicule électrique, on arrivait à 45% des objectifs. Et ils arrivent aussi au fait que c'est pas très, très raisonnable et réaliste d'imaginer que tout le monde va faire ça en même temps à ce niveau-là. Donc, ils se disent, en gros, c'est 20% de l'effort qui est dans les mains des ménages. On peut peut-être monter à 25%, le gouvernement dit souvent des 25% les citoyens, ou un tiers, un tiers, un tiers. Non, en gros, c'est 20%, 25%. Le reste, c'est la logistique, c'est les modes de production, c'est les procédés industriels, c'est le type d'agriculture qu'on a. Et donc, voilà, relativiser aussi dans la transition la part des leviers et des individus dans les efforts à faire. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Hein. 20%, c'est quand même important.
Je crois qu'il intervenir sur un point. Désolé. Vas-y, vas-y. Je me permets de compléter sur un point. Vous avez parlé de pourquoi est-ce que tous les citoyens ne passent pas le cap, entre guillemets. Et on parle en économie sur ces sujets-là de l'efficiency gap, qui est un énorme paradoxe, qui est de dire, en fait, au vu des coûts liés à la décarbonation et au changement de technologie par les ménages, ils auraient tout intérêt, finalement, pour la plupart, à rénover thermiquement leurs bâtiments, leur logement, ou même à passer à la voiture électrique. Et finalement, pourquoi ne le font-ils pas? Alors que actuellement, et même depuis plusieurs années, ils auraient cet intérêt à le faire. Pourquoi on a toujours cette efficiency gap? En fait, c'est parce que quand on parle de la décarbonation des ménages, il y a tout un tas de contraintes supplémentaires qui viennent rouiller un peu, gripper le système. Déjà, on a des énormes contraintes de liquidité. Demander à un ménage précaire d'investir dans une décarbonation quand il vient de changer sa chaudière, c'est compliqué. Et on a aussi ces contraintes de biais comportementaux qui sont un peu cette aversion à la perte. Le fait de dire, bah voilà, je viens de changer ma chaudière, elle fonctionne très bien. Elle est là alors pour 15 ans, pourquoi la changer maintenant? Et c'est toutes ces questions-là c'est à toutes ces questions que doivent répondre, d'après moi, les politiques complémentaires pour aider les ménages à investir et leur faire comprendre la nécessité de cet investissement maintenant, pas dans 3, 4, 5, 10 ans. Merci beaucoup. Je vais juste rajouter un tout petit peu, je passe la parole aux l'installation sur l'hydrogène blanc. C'est que il y a un intermédiaire entre l'individu et la politique globale, c'est les citoyens collectifs. Par exemple, sur les énergies renouvelables, l'autoconsommation collective, c'est pas que de l'individu, mais c'est citoyen. L'hydrogène blanc. Alors, sur l'hydrogène blanc, j'avais une question à te poser. Alors, on discutera question avec grand plaisir. Désolée, je dois filer, mais bonne soirée à tous. Alors sur l'hydrogène blanc, moi je ne suis pas une experte, mais effectivement il y a pas mal de gisements qui aujourd'hui semblent être prometteurs. Nous on travaille avec deux sociétés TBH2 et 45.8 qui sont très actives et qui commencent et qui demandent des permis d'exploration. Je pense qu'à ce stade c'est difficile de dire est-ce que ça va complètement changer la donne. Les signaux qu'on a, c'est que localement ça peut être intéressant dans certains cas. À quel coût, ça reste encore à démontrer. Donc, je dirais, c'est une option intéressante qu'il faut regarder. Maintenant, est-ce que ça va pas changer la donne et révolutionner le sujet au niveau... Excusez-moi, c'est quoi, pour aller abruti de mon espèce, c'est quoi l'hydrogène blanc? C'est l'hydrogène qu'on a dans notre naturel, l'hydrogène natif, en fait, qui... C'est toujours pas comment il est produit. Compliqué. Non, le seul gisement existant, il est au Mali. Et en fait, on avait fait, Fabrice l'avait rappelé, on avait fait un rapport sur l'hydrogène dans le cadre d'une comité prospectif. Donc on avait regardé un peu les polices, etc., l'hydrogène blanc. Le premier souci, vu d'un investisseur, c'est qu'on ne sait pas encore si c'est du stock ou du flux. En fait, le mode de fabrication de cet hydrogène dans le sous-sol, est-ce que c'est les conditions géologiques qui assurent en utilisant de l'eau et un certain nombre de conditions le fait que l'hydrogène soit créé et puis remonte naturellement? En fait, c'est un stock qui s'est constitué. C'est pas du tout la même chose pour exploiter. Dans un cas, on a un actif dont il n'y a quasiment pas de taux de décroissance. Dans l'autre cas, on est plutôt dans un système hydrocarbure où, il faut d'abord prier pour qu'on tombe sur un bon stock. Et deux, au fur et à mesure de l'exploitation, le stock descend et donc ça n'est pas du tout le même modèle économique. Pour répondre, oui, de l'hydrogène blanc, c'est un sujet que beaucoup de gens regardent, notamment le BRGM. Je pense qu'il y a une première question fondamentale qui va se poser, c'est d'arriver à caractériser le mode de production naturel ou non de cet hydrogène blanc. Et donc, est-ce qu'on est dans un modèle stock ou dans un modèle, excusez-moi l'expression, moulin à eau, en espérant que la rivière ne s'arrête pas. C'est le modèle stock versus le modèle flux. Tout à fait. C'est fondamental. La révolution énergétique étant la bascule du stock vers les flux supérieurs. Mais il est pas impossible qu'on ait les deux. Oui, et probablement mélanger deux, la nature. Et la nature est ainsi faite que si ça se trouve, on a les deux. Monsieur, je vous demandais de venir. Oui,
savez où je peux le dire ici, si vous voulez? Bah, il paraît qu'il faut enregistrer. Moi, je suis les consignes. Hein. Vous répétez la question. Vous posez la question. Je suis les Ça consignes. évite les débats. Après, j'aurais une question pour toi sur le. Merci. Alors, je vais vous poser une question, elle est peut-être naïve. L'hydrogène blanc, c'est une mode de production. Il n'y aurait-il pas aussi l'hydrolyse, sachant que son coût de mise en œuvre serait beaucoup plus élevé que ceux auxquels vous avez fait référence? Oui. Sauf à ce qu'il y ait des progrès technologiques qui puissent exister dans l'hydrolyse. Je vais faire un deuxième commentaire. L'hydrogène blanc, c'est un hydrogène de ressource. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une source d'énergie. L'hydrolyse, c'est un vecteur. C'est-à-dire qu'il faut quand même injecter de l'énergie, notamment de l'électricité. Et donc là également, il est très difficile dans un monde où l'électricité est chère de produire de l'hydrogène pas cher. Je le dis, voilà. Alors que, il n'est pas exclu que dans un monde où l'électricité est chère, on ne trouve pas des sources d'hydrogène blanc pas chères, parce qu'on est dans des bonnes configurations de sources d'énergie. C'est pour ça que, quand on parle de l'hydrogène, il faut faire très attention, il y a des hydrogènes qui ne sont que des vecteurs énergétiques, et dans ce cas-là, leur compétitivité est totalement relative, avec des hydrogènes qui sont des hydrogènes natifs, notamment l'hydrogène blanc, auquel cas, ce n'est pas une question de compétitivité relative, c'est plus une question de compétitivité intrinsèque. Bien sûr. Tu souhaites ajouter quelque chose sur l'hydrogène, peut-être? Non, non, sur l'hydrogène blanc, je pense, il y a ce qu'on a dit, hein, c'est qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Peut-être rajouter un mot sur le CO2 parce qu'on a parlé extraction et c'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé du CO2, mais pour le coup en France, cette chaîne de capture du carbone, elle se développe beaucoup et c'est aussi lié au sujet d'acceptabilité. Parce que derrière le CO2, l'idée ce serait de capter du CO2, de le transporter, de le stocker. On a un potentiel en France important de stockage. Il y a les gisements de stockage offshore du côté norvégien. Donc il y a toute une chaîne de valeur qui se développe aujourd'hui et qui intéresse beaucoup parce que là pour le coup, je pense que Christian pourra en dire un mot. On est dans un modèle économique qui peut tenir la route avec un prix du CO2 qui peut être intéressant. Mais donc là, on se heurte, au-delà des questions de financement, on se heurte à des questions d'acceptabilité directe, surtout si on veut stocker le CO2 sous terre. Donc c'est aussi des questions qui sont liées et qui se posent aujourd'hui en complément de l'hydrogène natif. Merci beaucoup. Mais je profite pour vous signaler que l'une des premières thèses qu'on avait faites, qu'on avait organisées, si jamais les profs qui un cher économie du climat portait justement sur le CCS et le stockage du CO2. Et ma plus grande surprise, l'une des conclusions majeures, c'était que le véritable obstacle, il est l'acceptabilité sociale sur le stockage du CO2 et que dans la représentation collective, stocker du CO2 s'apparente à stocker du nucléaire. Il n'y a absolument aucune. C'était vraiment la conclusion de la thèse, et que ce coût de l'acceptabilité est vraisemblablement beaucoup plus élevé que tous les coûts d'ingénieurs qui ont fait à ces techniques. Il y avait une autre question ici, mais je vous ai. Alors moi, je viens de l'industrie, donc la question que je me posais, j'ai été assisté à une réunion vie, rail, transport. Il y avait un intervenant qui a fait le calcul de ce qu'il fallait en watts ou en kilowatts ou en terawatts. Donc il est arrivé à, si on basculait toute l'industrie automobile, plus les autocars, les bus, etc., à la nécessité d'avoir 18 EPR. Donc, quand je vois le temps qu'il faut pour construire un EPR, je m'interroge. Là, on peut dire, bon, on va faire du photovoltaïque. Pour faire du photovoltaïque, il faut du cuivre. J'ai lu quelque part qu'il fallait qu'on extrait autant de cuivre que depuis le début de l'humanité. Donc, je m'interroge sur comment on va faire. Voilà, c'est tout. Mais qui veut prendre la question? Vas-y. Oui. Je crois que c'est le prix Marcel Goethe de l'an dernier qui était consacré sur l'économie des ressources de la transition énergétique. Et donc, ils avaient pris un
Alors, le livre est assez communicant, mais il y a quand même un certain nombre d'éléments sous-jacents. Notamment, ils avaient pris comme limite la thermodynamique de transformation d'un certain nombre d'éléments fondamentaux pour arriver à les raffiner. Ou alors on les récupère, c'est l'économie circulaire, mais enfin de toute façon, il y a toujours une certaine dose d'énergie à remettre, parce que la thermodynamique est ainsi faite que, en dessous d'une certaine quantité d'énergie, vous ne pouvez pas raffiner. Ils est quand même arrivé à cette conclusion assez dérangeante, que finalement, c'est peut-être pas la ressource qui va être la compliquée, que l'énergie qu'il va falloir mettre pour pouvoir fabriquer les outils de la transition énergétique. Et un mix énergétique, entre guillemets, de transition, c'est du scénario GIEC 2,5, je crois. Enfin, ils ont repris, ils sont arrivés à cette conclusion qu'il fallait 80% des capacités nouvelles énergétiques pour arriver à créer les métaux qui accompagneront la transition énergétique. Oui, donc effectivement, il y a un petit sujet, mais c'est un petit sujet sur lequel il y a soit un problème de ressources, et depuis toutes les affaires du Bitcoin, ou du cuivre, ou de l'uranium, ou de cocasse, je ne sais pas quels sont aujourd'hui les métaux qui présentent des réelles limites physiques d'extraction dans le sol. On en a quelques-uns, le zinc en fait partie, mais pour beaucoup, en fait, c'est pas ça. Le sujet, c'est qu'il va falloir transformer tout ça, parce que ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que le gros de l'effort, il va être sur l'industrie, sur la logistique et sur l'organisation de ces chaînes de production qui consomment énormément d'énergie. Et si toute l'énergie qu'on prévoit à décarboner est faite pour fabriquer les outils de la décarbonation, il ne va pas rester grand-chose pour l'usage final des citoyens. Mais voilà, il faut que je retrouverai le titre du livre. C'est assis sur les travaux d'un chercheur de Grenoble, de mémoire. Mais c'est assez dérangeant parce qu'en fait, ils sont juste partis des limites thermodynamiques et puis ils ont dit, bah, on va essayer d'appliquer ça au système et on va voir ce que ça donne. Oui, c'est pas si dérangeant que ça parce que c'est ce qu'on voit dans toutes les transitions énergétiques, hein. Quand on a commencé à exploiter le charbon, on a commencé par accroître la consommation de bois. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Hein. Donc, et quand on a commencé le pétrole, pareil. Hein. Le pétrole, pareil. Hein. Les premières infrastructures pour extraire et stocker le pétrole, c'était du bois. C'est très bien expliqué dans le bouquin de Jean-Baptiste Fressoz. Donc, il n'y a pas du tout la bonne conclusion. C'est ce que j'ai dit comme étant la symbiotique. Que quand on commence une transition, ben, évidemment, on a besoin d'énergie, on a besoin d'énergie qu'on sait déjà utiliser. Et pas un seul instant, je pense que c'est très différent, parce que là, c'est une énergie qu'on utilise pour mettre des moyens de production. Tu l'utilises une fois, tu ne la réutilises pas à chaque fois. C'est ça la différence. Bon, je vous demandais de venir. Je suis désolé, le fil n'est pas assez long. Oui, c'est. Bonsoir, je m'appelle Paulina Pogoya-Brescaia. Ensemble, je suis avocat en financement. Et ma question, je vais faire court. Est-ce que vous pensez que c'est possible, et dans quelle raison, d'amener la dette bancaire privée dans le financement de la transition, de l'impact de décarbonisation pas suffisant économique? C'est dommage que la doctorante se débrouille. Je suis sûr qu'il va en baptiser. Il va le débrouiller encore. Ah, je me débrouille. Voilà. Mais oui, peut-être. Hein, oui. On va passer la parole. Deux aspects. Le premier, c'est est-ce que demain, on sera en capacité d'avoir des dettes bancaires caractérisées comme vertes avec des taux inférieurs ou des taux modifiés. Pour l'instant, les expériences montrent que les OAT vertes ont beaucoup de succès, mais pas forcément avec des taux très 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 différents. Et puis beaucoup d'entreprises aujourd'hui émettent des emprunts verts qui trouvent en règle générale beaucoup de preneurs, mais même chose, le taux, ça reste quand même la question de la sécurité financière de l'émetteur. Après, il y a une deuxième question. Là, j'ai passé la parole à la dame. C'est que fondamentalement, tout ça repose sur un système de confiance qui n'est pas simple, c'est qu'on ne fasse pas de greenwashing. Or, la capacité à avoir confiance dans un système de caractérisation de ce qui est vert, de ce qui n'est pas vert, dans
Martin l'a dit pudiquement en disant on rentre dans un débat multifactoriel dont la résolution ne peut être que politique. Il faut le dire autrement. Je vous présente le dossier comme ça, il est vert, comme ça il est gris, et puis comme ça il est marron, donc c'est quand même pas une facilité absolue. Et c'est vrai que toute cette capacité à atterrir un jour sur quelque chose de lisible est vrai à l'ordre 1, même si à l'ordre 2, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas très grave, puisque l'ordre 2 ne peut pas décrédibiliser l'ordre 1 dans la caractérisation des activaires. C'est quelque chose qui est quand même assez peu évident, et par exemple, donc cet exemple totalement minime en France, le nucléaire est-il vert? On va commencer à parler de ça. Mais ça passait dans l'esprit, hein, c'est pour ça. C'est vrai que sur ces sujets, on peut se perdre dans du kaki, foncé, pas foncé, etc. Moi, j'aurais tendance à répondre, on peut commencer quand même directement par le charbon. Même avant le pétrole, d'ailleurs, Carbon Tracker, c'était essentiellement des valeurs charbon qui avaient derrière 80% de fossiles. Donc le charbon, il n'y a pas à tortiller, c'est marrant. Le pétrole aussi. La question de la dette, je ne vais pas me prononcer dessus, c'est pas du tout mon champ de compétences. En revanche, ce que j'ai essayé de pointer, c'est que le problème, c'est pas les dettes, c'est les actifs des entreprises et des États. C'est les richesses actuelles, c'est les valeurs boursières. Alors, ça peut être assez exotique, mais en même temps, on a un précédent dans l'histoire qui est l'Équateur, qui avait décidé, fait un appel à la communauté internationale pour le dédommager des ressources pétrolières qu'il n'exploiterait pas en dessous du parc Yasuni pour protéger la biodiversité. Donc, c'était l'initiative du Yasuni Park, c'était dans les années 2010. Ça a été repris par l'ONU, donc ça a fait long feu. Hein. Ils exploitent le pétrole sur le parc Yasuni et la biodiversité s'emporte pas forcément très bien dessus. Mais voilà, la question, elle est même au-delà de ces dettes, c'est vraiment la question des actifs et donc du désinvestissement. Alors comment on fait? Il semblerait quand même que maintenant on ait des moyens satellites qui fassent qu'on puisse repérer qui exploite quoi, où. Alors visiblement l'industrie a aussi trouvé des parades pour que les fuites de méthane soient moins visibles de l'espace. Mais bon, il y a aussi des moyens derrière. On pourrait, alors là, c'est pas l'ADEME qui parle, hein, je le tiens à préciser, parce qu'on n'a pas, voilà, il y a pas, il y a pas de position officielle là-dessus. Voilà, l'idée c'est comment on nationalise des ressources pour les laisser sous terre. À un certain niveau, c'est ça, et comment on organise la solidarité internationale pour ça. On peut conditionner l'accès à des marchés au fait qu'on respecte un certain nombre de choses. On a des moyens de contrôle satellitaire. Bon, après, effectivement, il nous manque un petit peu de capacité de financement, mais il semblerait que les assiettes fiscales, quand même, depuis les dernières décennies se soient quand même un peu réduites via un certain nombre de mécanismes d'évasion. D'une part, il y a peut-être des gisements de ce côté-là. Du temps de mes études, car je ne suis plus toute jeune du tout, on parlait d'un truc qui avait eu le prix Nobel, ça s'appelait la taxe Tobin. Voilà. C'est peut-être aussi des choses à remettre sur la table. Derrière des mouvements comme Alpha, on dit, bah, tiens, si on ne faisait pas sur les dividendes, mais sur l'ensemble des transactions financières, commençons déjà sur les dividendes. C'est peut-être l'accès à des marchés spécifiques. Et après, alors, bon, on n'est pas si on enregistre, zut. Mais voilà. Après, on a d'autres problématiques qui sont effectivement la traçabilité des mouvements financiers de dividendes. Et là, on se heurte aussi à d'autres intérêts qui ne sont pas forcément plus sympathiques que celles des pétroliers, des industries, des charbonniers. Donc, il faut arriver à faire ça sans trop de transparence pour projeter le monde. Bon courage. Voilà. Je sais bien faire la liste au Père Noël, mais j'ai pas les solutions. Je ne suis pas financière, bancaire, un tout petit peu économiste. Je vais compléter la liste, hein, parce qu'il y a quand même une chose qu'on n'a pas suffisamment parlé. Malheureusement, elle est partie. C'est la taxe carbone. Parce que fondamentalement, si on anticipait un prix du CO2 à 200 ou 300 euros la tonne d'ici 5 ans, on arrêterait tout de suite ces investissements dans l'extraction supplémentaire de charbon
de pétrole et même de gaz. Bon, donc c'était la question que je voulais te poser. Donc, moi, je pense que c'est pas parce qu'on a eu des déboires sur quelques expériences de taxe carbone qu'il faut renoncer. Si vous voulez. Je me permets d'ajouter 2 mots sur les jaunes, puisqu'il se trouve que c'est moi qui ai fait les préconisations de 2014 pour introduire cette composante carbone. Vous pouvez vérifier, hein, ça a été retiré du ministère de l'écologie, mais je n'ai pas complètement. C'est encore sur un site du gouvernement. Dans les préconisations que j'ai faites, j'avais dit, ministre, vous redistribuez aux ménages sous forme forfaitaire, soit un tiers, 35%, produit de la taxe carbone si vous ciblez les bas revenus. Et si vous refaites, comme on avait voulu le faire avec Michel Rocard, une redistribution à tous les ménages, il vous faut les 4/5 du produit de la taxe carbone pour justement défendre les bas revenus. Qu'est-ce qu'on a fait? Le gouvernement, il a pris le volet taxe, il n'a pas pris le volet redistribution. Et effectivement, pendant 3 ans, c'était formidable. Le prix, quand j'avais la fiscalité écologique, le prix du pétrole, il était au-dessus de $100 le baril. 3 ans après, il était tombé à 40. C'était génial. Le Trésor encaissait la taxe carbone et les ménages ne voyaient pas la taxe carbone puisque le prix hors taxe baissait plus que n'augmentait la taxe. Bon, c'est ça qui s'est passé. Mais je pense que vous voyez ce qui s'est passé à la COP29 sur les transitions financières des pays du Nord vers les pays du Sud. On ne va pas augmenter énormément les transferts sans créer de nouvelles ressources. Moi, personnellement, la ressource sur les 100 milliardaires du monde, j'y crois pas. Par contre, je pense qu'il y a une base très sérieuse sur laquelle on peut jouer, c'est effectivement la tarification carbone, en commençant par la tarification carbone de tout ce qui est transport international. Et il ne faut pas taxer le billet, il faut taxer les tonnes de CO2 qui sortent de l'avion. Là, vous créez tout de suite une énorme ressource qui, en plus, a la vertu de décourager l'investissement dans le fossile. On joue sur les 2 tableaux. Bon, j'ai peur qu'on approche de l'heure de fin, puisque mon voisin de droite, qui est quand même, si vous invite, doit s'en aller dans 5 minutes. En général, on part avant. On part pas après le maître de maison. S'il n'y a pas d'autres questions rentrées, hein. Bon, je voulais juste dire à Marie-Claire Raoult quand même que sur le gaz vert versus le gaz fossile, n'oublions pas la sous-tarification du carbone pour les gaziers, hein, puisque c'était aussi un truc que j'avais remarqué, j'avais fait la fiscalité écologique, c'est que le gaz est très peu taxé par rapport aux autres énergies fossiles, mais on ne va pas rentrer dans le débat maintenant. Ça s'équilibre, oui, bon, on va voir. On va voir quand on aura une loi de finances. Et c'est peut-être à Patrice Geoffroy, je crois, de conclure. Hein. Dans le micro. Ah non, tu ne peux pas parler dans le micro. Alors, si je suis le dernier à parler. Oui, et personne ne le reprend après, je crois. Voilà. C'est à ce point-là. Donc, simplement pour vous remercier, confirmer que la deuxième partie de la discussion était aussi passionnante que la table ronde. Vous remercier pour vos questions. Vous invitez naturellement, puisque vous êtes abonné à lire ce numéro, à lire également le numéro 147 et votre collègue. Alors, le numéro 3, vous ne faudrait plus, c'est peut-être mieux. Voilà. Les temps libres, oui, mais je vous invite pas à revenir en tout cas sur mon article de l'époque qui a mal vieilli. Et voilà, et donc, et à nouveau, donc pour la Creux qui vraiment crée un espace ouvert, et je connais la Creux de longue date, mais ça n'a pas toujours été aussi ouvert et sympa. Donc, merci à Yvonne, qui transmettra à Emmanuel Jarbon, et puis évidemment à toute l'équipe de la Bonne soirée.